Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance du milieu de vie pour le bien-être des animaux maintenus en captivité. Donc quelle est la définition de l'enrichissement? L'enrichissement environnemental est un concept qui décrit comment l'environnement d'un animal captif peut être changé au bénéfice de son habitant. Ah oui, d'accord. Ou sinon comme ça? Ouais. Et donc on a une approche naturaliste du bien-être qui est que l'animal doit pouvoir vivre sa vie naturelle, donc réaliser l'ensemble du répertoire comportemental de son espèce. Alors parfois il peut y avoir des différences entre justement la réalisation de son répertoire comportemental et le bien-être, on verra ça un peu plus tard. Donc quelle est la définition exacte de l'enrichissement? C'est la mesure des éléments qui vont permettre l'harmonie. Donc il faut avant tout pouvoir étudier le comportement des animaux, c'est le principe. Et donc les besoins vont être évalués en étudiant la physiologie, les mouvements et les postures des animaux. Et des principes d'ergonomie, c'est bien ce qui est utilisé, sont donc appliqués aux animaux considérés comme des agents effectuant certaines tâches qui vont être de se nourrir, de se reposer, de se déplacer principalement. Et donc on va appeler cette approche ergonomique également enrichissement. Alors quels sont les objectifs de l'enrichissement? Il y en a 4. Tout d'abord augmenter la diversité comportementale, ensuite réduire la fréquence de comportements anormaux de type stéréotypie, accroître le nombre de comportements dits naturels, donc les comportements qu'on observe de l'animal dans son environnement naturel, et enfin accroître l'utilisation positive et complète de l'environnement. Alors, en enrichissement, on va avoir deux approches qui vont être différentes. Ce qu'on va appeler l'approche naturaliste, qui va être d'essayer de recréer visuellement l'environnement naturel de l'animal, comme vous pouvez le voir ici. Alors ça, il y a eu ses limites dans le sens où l'animal n'est pas, c'est pas parce qu'on essaye de recréer son environnement le plus naturellement possible qu'il va présenter l'ensemble de son comportement, de son répertoire comportemental. Et représenter la savane par de la peinture sur les murs, c'est pas représenter non plus l'environnement de l'animal. Pourtant, c'est bien ce qui a été fait. D'où la limite de l'approche naturaliste. Et d'un autre côté, on a l'approche comportementale qui va être que pardon, faut pas que je bouge mes pieds alors. Où on va essayer de créer des structures qui ne sont pas forcément des structures dites naturelles, mais qui vont permettre à l'animal de présenter l'ensemble de son comportement ou d'augmenter la diversité comportementale. Donc c'est ce que vous pouvez avoir ici, avec justement un enclos de chimpanzés au Primate Research Institute à Inuyama, où j'avais travaillé, et qui ont essayé de construire des structures permettant aux animaux de compléter leur comportement. Les deux approches, avant tout, vont nécessiter une connaissance de l'environnement et du répertoire de l'animal dans son environnement naturel. Ce qui veut dire qu'il faut forcément, avant tout, étudier l'animal dans son environnement naturel pour essayer d'améliorer le bien-être de l'animal en captivité. Donc il existe différents types d'enrichissement qui peuvent être regroupés dans 5 grandes catégories qui ne sont pas justement exclusives. L'enrichissement physique, l'enrichissement social, l'enrichissement cognitif, l'enrichissement sensoriel et enfin l'enrichissement alimentaire. Et je vais justement aborder chacun de ces enrichissements. Donc l'enrichissement physique va surtout porter sur la taille et la complexité de l'enclos. Donc vous avez ici un exemple d'un parc pour des ours, l'un des plus grands en Europe, où ils ont déjà agrandi l'espace, qui est important pour des carnivores, et ensuite ils ont essayé de mettre le plus d'habitats différents dans cet espace, avec des rivières, des espaces rocheux, des lacs et une forêt. Un autre type d'enclos, ici vous avez Pongoland, où vous avez à la fois du coup un enclos extérieur où les animaux vont en été et un enclos intérieur
où les animaux sont en hiver, et vous avez également des compartiments où les animaux peuvent être testés, où on fait des tests comportementaux et où les animaux viennent naturellement. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement cognitif. Il y a toujours des structures permanentes qui sont présentes. Alors ici, deux exemples assez simples, des espaces rocheux qui vont donner à la fois des expositions au soleil ou des expositions à l'ombre, un point d'eau qui va être nécessaire. Vous pouvez aussi avoir des structures permanentes qui n'ont rien de naturel, mais qui vont tout de même permettre à l'animal de présenter des comportements naturels de jeu. C'est ce que vous avez ici avec justement ces chèvres qui adorent justement sauter sur cette tôle. Ah, sur le sol. Et puis vous avez les structures temporaires. Alors je pense que vous avez tous vu cet effet du carton avec les chats. Et en fait, si vous donnez ça aux big cats, aux grands carnivores, vous allez avoir aussi l'animal va adorer vouloir jouer avec le carton. Alors ça montre qu'on peut enrichir son environnement, l'environnement de l'animal, sans que ça coûte cher en fait. Alors pourquoi l'animal adore le carton, surtout les chats ou les grands félins? Déjà parce que c'est des animaux marqueurs, donc en fait dès que vous mettez un nouvel objet dans l'environnement, il faut qu'ils viennent le voir et le marquer. Et ensuite parce que c'est des animaux aussi qui normalement, lorsqu'ils dorment, et ils dorment beaucoup dans leur journée, se cachent, et donc ils adorent se cacher aussi dans les cartons. Ils ont fait toutes les espèces. Alors, l'enrichissement social est très important. Ça va être surtout important pour les espèces qui vont vivre en groupe. Alors, il faut faire aussi attention, il y a des espèces qui ne vivent pas en groupe et qui, pourtant, vont avoir aussi besoin d'enrichissement social. Si vous prenez des ours, naturellement, ils ne vivent pas en groupe. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des relations avec leurs partenaires. Donc, vous avez de l'enrichissement social avec des contacts, même espèce, voire autre espèce. Donc là, il faut aussi faire attention avec les espèces que vous mettez ensemble, dans le sens où il peut y avoir des conflits. Généralement, vous avez ce qu'on appelle les savanes africaines, où vous avez pas mal d'espèces d'herbivores ensemble. Mais j'ai vu des cas où il pouvait y avoir des conflits au niveau des espèces. J'ai un exemple avec des bisons qui avaient été réintroduits avec des chevaux de Prelvaski. Et les chevaux de Prelvaski sont assez agressifs, de par le pool génétique d'où ils reviennent en fait. Et du coup, quand ils essayaient d'aller au niveau des ballots de foin, les chevaux de Prelvaski chassaient les bisons. Sauf que les bisons étant un peu plus forts, et dans 2 cas, on a dû euthanasier 2 chevaux de Prelvaski parce qu'ils s'étaient fait encorner par les bisons. Donc là, c'est l'aspect important à voir. Vous avez également l'enrichissement sans contact, donc visuel, où vous mettez les partenaires dans des cas séparés mais qui peuvent être ensemble, auditif, humain ou avec autre espèce. Alors, je le mets parce que c'est compté, mais il faut savoir qu'avant tout, avec contact, c'est ce qui serait nécessaire, voire même obligatoire avec l'animal. Si ce n'est pas possible, il faut le faire sans contact, mais en tout cas, un animal social doit avoir un partenaire. L'enrichissement cognitif est très important, étant donné que les animaux passent normalement 80% de leur temps dans l'environnement à rechercher de la nourriture. Donc, vous pouvez proposer des tâches cognitives qui vont être en fonction des capacités cognitives des animaux. Vous avez ici des puzzles proposés aux grands singes, et les animaux doivent utiliser des objets de leur environnement comme des brindilles pour essayer de passer du temps à rechercher ici ce qu'ils trouvent dans leur environnement. Et vous avez également des fruits artificiels, comme vous pouvez le voir ici. L'enrichissement sensoriel visuel va être une vue vers l'extérieur ou une vue en surplomb, vue vers l'horizon. On peut aussi mettre des images, on peut mettre la télévision, ça peut être important. Ici, vous avez l'exemple des pandas qui n'arrivaient pas à se reproduire. Et du coup, en mettant à travers la télévision des pandas qui se reproduisaient, ça a augmenté le succès de reproduction des pandas. Pour pandas. Et c'est pareil pour les cailles, par exemple. Si vous voulez apprendre à vos cailles à manger dans un type de mangeoire rouge par rapport à bleu, si vous mettez une caille qui est en train de manger à travers la télé dans une mangeoire rouge, parce qu'il n'y a que de la nourriture dans la mangeoire rouge et pas dans la mangeoire bleue, les cailles vont apprendre à manger que dans la rouge. Donc là, il peut y avoir un certain type d'apprentissage social. Le miroir est également très important. Donc ici, le miroir, il peut y avoir deux côtés. Il y a les animaux qui n'arrivent pas à se reconnaître dans un miroir et les animaux qui arrivent à se reconnaître dans un miroir.
Pour les animaux qui n'arrivent pas à se reconnaître dans le miroir, ça va augmenter le nombre. Donc, par exemple, c'est utilisé chez les flamands ou chez les lapins, et en mettant un miroir, ils ont l'impression d'être plusieurs, ou beaucoup plus, et du coup, ça augmente, par exemple, pour les flamands, le succès de reproduction également. Et par contre, pour les grands singes, pour les animaux qui arrivent à se reconnaître dans le miroir, ils vont observer des parties de leur corps qu'ils n'observent pas d'habitude. Vous avez également l'enrichissement auditif. Donc là, vous pouvez passer des sons de l'extérieur, des playbacks, si l'animal est seul, des playbacks de l'espèce en question, voire même de la musique. Donc là, vous avez des loutres à qui on propose un synthétiseur et qui s'amusent à pianoter sur le synthétiseur. Alors, il y a des nouvelles recherches scientifiques qui montrent que chez les grands singes, déjà, par exemple, si vous leur mettez un tambour, ils tapent sur le tambour, mais qu'il y aurait une certaine rythmique au niveau de leur façon de taper sur le tambour, qui serait du coup des prémices de la musique chez les grands singes par rapport à l'homme. L'enrichissement sensoriel tactile, avec la présence de substrats, qui va permettre aux animaux de fouir, surtout pour les animaux fouisseurs, comme les cochons. Ici, vous avez des poules, mais les cochons, c'est très important. Les baignades ou les douches. Ici, vous avez un éléphant à qui on a appris à appuyer sur un bouton pour qu'il puisse prendre une douche. Et les principes de chaud-froid, donc les glaçons qui peuvent être donnés surtout par temps chaud avec de la nourriture à l'intérieur. L'enrichissement sensoriel peut être aussi important à travers l'odorat, avec la présence d'autres éléments dans l'enclos. Donc à chaque fois que vous avez des éléments en trop, que vous coupez des plantes, que vous coupez un arbre, vous pouvez fournir ces éléments dans l'enclos. La présence de plantes ou d'arbres, voire la possibilité de disperser des épices, différentes épices à chaque fois, qui permettent à l'animal de s'enrichir d'un point de vue de son odorat. Donc là également, vous avez une petite vidéo pour voir justement comment les ours adorent le café. Donc l'odeur du café est assez forte et en fait la plupart des animaux adorent ceci. Ils ne vont pas le manger, mais par contre ils vont adorer se frotter dedans et s'amuser avec le café pendant des heures. Alors on m'a demandé si ça avait un effet sur leur tempérament étant donné qu'il y avait de la caféine, mais je ne sais pas si ça a été étudié. Je pense pas. Il vous reste 5 minutes. Je vais finir. Enfin, l'enrichissement alimentaire. Alors, l'enrichissement alimentaire, c'est la distribution et la présentation de la nourriture. La première question qui va être importante, ça va être pour les animaux carnivores. Donc, vous avez ici des guépards à qui on a fait le même système que pour les lévriers avec un faux lièvre qui se met à courir et du coup, ces guépards se mettent à chasser. Par contre, pour d'autres espèces, on peut se poser la question de leur donner des animaux dits vivants. Alors, ça va forcément enrichir le comportement des animaux. Par contre, forcément, ça veut dire qu'on va sacrifier une autre espèce animale à côté. Alors, ce qui va être intéressant, et je vais en parler après, c'est que quand vous donnez une araignée ou un crabe à une loutre, ça pose pas de problème aux visiteurs, par exemple dans les eaux. Quand vous donnez des poissons vivants à un ours, ça pose pas de problème. Quand vous mettez une petite souris ou un lapin à un serpent, ça va leur poser un souci. Donc là, se vient la question du spécisme. Ça veut dire qu'on va faire des différences en fonction de bête à poil, bête pas de poil, etc. Donc sinon, au niveau de l'enrichissement alimentaire, vous pouvez augmenter également la fréquence et l'ordre de la nourriture. Donc en moyenne, normalement, vous donnez une nourriture qui a de libitum, qui va être des croquettes, une nourriture de fruits 2 à 3 fois par jour, et puis une fois ou 2 par semaine, vous pouvez donner une autre nourriture avec des outils spéciaux qui permettent de distribuer la nourriture à plus ou moins une grande distance et de manière aléatoire. La nourriture peut également être donnée, mais pas pour un point de vue nutritif, mais vraiment gustatif. Et par exemple, la citrouille d'Halloween, qui est plus pour plaire aux visiteurs, a eu toujours un succès avec les animaux, quel que soit le type, l'espèce d'animal testé. Ils adorent le côté craquant de la citrouille, par exemple, et c'est vraiment plus l'histoire de détruire la citrouille qui les intéresse qu'autre chose. Alors voilà les différents types d'enrichissement. Par contre, on a des problèmes, des problématiques
D'abord, la problématique de l'espèce. Donc, selon l'espèce, l'animal dans son environnement passe la majorité de son temps à rechercher sa nourriture, c'est-à-dire 80 à 95% de son temps. Donc, pour les herbivores qui sont souvent des proies et qui broutent la nourriture, il y a peu de recherche alimentaire ou peu de temps d'extraction. Et en fait, du coup, il y a peu d'enrichissement à fournir à un troupeau de zèbres, par exemple, du fait qu'ils aient simplement du foin ou de l'herbe, peut être suffisant pour qu'ils ne présentent pas de stéréotypie. À partir du moment où on va avoir des frugivores, ça va être plus important, puisque là, ils vont devoir extraire leur nourriture à travers les fruits, et du coup, on va devoir fournir des apparatus qui recopient un peu cette recherche alimentaire, comme les puzzles ou les fruits artificiels. Et le plus grand problème vient avec les carnivores, qui ne peuvent manger que tous les 2-3 jours, mais qui ont besoin de parcourir une grande distance pour chasser leur proie. Donc là, ça veut dire que quel que soit l'enclos que vous faites, la grandeur, il va toujours y avoir ces traces, parce que l'animal a besoin de parcourir de grandes distances. Donc se pose le problème de la captivité de ces grands carnivores. Le problème est également multifactoriel, avec le bien-être animal qui est l'objectif de l'enrichissement, le visiteur qui est sa satisfaction et ses impressions par rapport à l'enrichissement qui est fourni. Oui, mais j'ai payé, mais je ne vois pas l'animal. Mais oui, mais en même temps, l'animal, il est en bien-être. Donc il faut essayer de faire un choix, et ça, du coup, c'est assez important. Donc ça c'est en considérant que le côté du zoo, et l'équipe animalière, où il va y avoir le temps, les capacités et les compétences de cette équipe. Il va me rester 2 diapos, je crois que ça devrait être OK. Vous avez également l'activité qui va être liée aux animaux. Donc il y a eu pas mal de progrès qui ont été faits dans les zoos, au niveau de l'enrichissement des animaux, mais quid des cirques? Dans les cirques, les animaux sont toujours dans les mêmes conditions, et on ne leur demande rien, alors que les zoos font des grands efforts. Problème des animaux de compagnie aussi, au niveau de l'expérimentation animale, on demande à ce que les gens passent tous les jours, les animaliers, pour pouvoir observer les chiens ou les chats et être avec eux. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui laissent le chat ou le chien toute la journée à la maison. Est-ce qu'il y a de l'enrichissement ou pas? Est-ce que ça leur pose un problème? Il y a dans certains cas, oui, puisqu'il y a beaucoup de problèmes comportementaux des chiens. Donc, est-ce qu'on doit continuer à faire ça? Et au niveau des élevages, se posent d'autres problèmes, tels que les cages individuelles, quand ce sont des animaux sociaux, l'espace par individu qui est attribué, en cage individuelle ou non, et l'enrichissement du milieu, qui est souvent absent, souvent dans l'élevage. Alors, ça commence à être fait. Par exemple, vous avez une vidéo ici où il y a une sorte de brosse qui est proposée à des vaches, et les vaches adorent venir se brosser dessus, et ça diminue leur stress de manière assez importante. Et donc, ça, c'est des choses qui coûtent pas cher et qui peuvent être faites assez facilement. Et enfin, vous avez le problème de la recherche animale avec le cas de l'isolement d'individus sociaux. Donc là, en fait, les animaux sociaux doivent interagir pour maintenir des relations sociales, et les primates passent par exemple jusqu'à 15% de le temps en activité sociale. Donc l'isolement social, ça a été montré, ça donne du stress et de dépression pour les animaux. Et donc, en recherche, on devrait plutôt adapter le protocole au bien-être et pas le bien-être en fonction du protocole. Ça permettrait de faire avancer le bien-être animal. Mais également, le stress a un fort impact sur les résultats de la recherche. Donc si on teste des individus qui sont stressés, à quoi bon publier ces résultats de la recherche en fait? Donc ça donne avant tout une légitimité de la recherche en essayant d'avoir des résultats qui sont des résultats tout à fait fiables. Et donc tout ceci passe avant tout par l'enseignement et l'éducation des personnes. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire à l'Université de Strasbourg, en partenariat justement avec la LFDA, où on donne des cours d'éthologie et de bien-être animal en licence et en master, et où on a créé cette année les cours en éthique avec des conférences publiques et des formations initiales et continues en droit animal. Merci.